messieurs, bonsoir à tous. Toute l'équipe de Forum Events vous présente ses meilleurs vœux pour 2013. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce deuxième débat de la saison. C'est un honneur pour nous, étudiants de BEM, de vous accueillir, monsieur le maire. Avant de laisser la parole à Mélanie et Bruno qui animeront cet échange, permettez-moi, monsieur le maire, de rappeler brièvement votre parcours. Ce soir, vous êtes loin d'être un terrain connu. Maire de Bordeaux de 1995 à 2004, puis de 2006 à aujourd'hui, vous êtes également premier vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux. Sur le plan national, votre parcours est aussi très complet. Premier ministre sous le premier mandat de M. Jacques Chirac, président du RPR, puis de l'UMP pendant plus de 10 ans. Vous avez également été ministre à plusieurs reprises depuis les années 80, dont 2 mandats en tant que ministre des Affaires étrangères. Je vais donc laisser la parole à mes collègues pour engager cet entretien. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Merci de votre attention. Alors, Monsieur Juppé, je vous propose de démarrer cet entretien en abordant un sujet d'actualité tout à fait retentissant. Je veux bien sûr parler de l'intervention de la France au Mali depuis samedi. Tous s'accordent à dire que cette action est bénéfique et nécessaire. Et certains vont même jusqu'à dire que nous sommes entrés en guerre. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il fallait intervenir au Mali. La France a pris l'initiative de le faire dans un contexte très précis, à la demande des autorités maliennes. J'y reviendrai peut-être rapidement, parce que quand on parle des autorités maliennes, on peut se demander si le mot autorité est tout à fait adéquat. Et dans un cadre international où il n'y a pas eu, à proprement parler, une résolution du Conseil de sécurité demandant à la France ou autorisant la France à intervenir, mais oui, il y a eu une succession depuis quelques mois de résolutions mettant en place une opération internationale sous l'égide des Nations Unies et avec la participation des pays africains. Donc voilà le cadre dans lequel les choses se sont situées. J'entends beaucoup dire, on y reviendra peut-être à propos des printemps arabes, que c'est l'effondrement du régime libyen qui est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas exact. Cela fait une bonne vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus, qu'existent au nord du Mali des mouvements Touareg qui revendiquent, sinon l'indépendance, parfois l'indépendance, mais le plus souvent l'autonomie de ces territoires, que l'on appelle parfois l'Azawad, au profit de cette communauté Touareg. Là-dessus, c'est vrai, est venue se greffer la crise libyenne, et lorsque le régime de Kadhafi s'est effondré, il y a eu incontestablement des combattants étrangers en Libye qui se sont repliés sur le Sahel, et surtout des armes, et des armes lourdes qui se sont diffusées dans cette région. Le régime de Bamako, pendant un certain temps, a pu s'imaginer qu'il s'en tirerait par une sorte de complaisance vis-à-vis de ces mouvements du Nord, et puis petit à petit, on a bien vu que la poussée terroriste se développait, les mouvements les plus modérés, entre guillemets, ceux qui en tout cas ne sont pas inspirés par une vision totalement fanatique et salafiste de la religion musulmane, je pense au MNLA, et plutôt d'ailleurs des mouvements naïfs, se sont fait marginaliser par les mouvements les plus fanatiques, en Sardine notamment, et puis maintenant Boujao, qui vont mener ce combat. Nous allons peut-être, j'avoue que c'était pour moi un sujet de perplexité, un peu provoquer tout cela, puisque les résolutions du Conseil de sécurité que j'évoquais tout à l'heure avaient décidé de mettre en place une opération militaire africaine dans un an. Et il m'a toujours semblé assez curieux de dire à des terroristes, on va vous attaquer dans un an. Curieux message. On a vu le résultat, d'ailleurs, ils ont pris les devants en lançant cette offensive. Donc ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de l'offensive, vous avez cessé sur ce point, c'est eux. Ce sont les terroristes et, bien sûr, le gouvernement ou les autorités du Mali nous ont demandé de réagir. Pour revenir sur les événements du printemps arabe, c'est-à-dire sur les contestations populaires qui ont lieu à partir de décembre 2010, vous étiez vous-même au gouvernement à cette époque-là, et donc nous voudrions savoir tout d'abord si le gouvernement français a été pris au dépourvu, ou si vous aviez pressenti que ces éléments allaient subvenir, et si oui, à ce moment-là. Si je voulais me donner le rôle, je voulais dire oui, moi j'avais bien vu venir. C'est pas vrai. Personne ne veut venir.
parce que, alors c'est une explication partielle, c'est pas la seule, hein, parce que nous avons, parce que ça nous a arrangé. La plupart de ces pays nous disaient, nous sommes les meilleurs remparts contre l'extrémisme musulman, contre le salafisme, contre le terrorisme. Nous assurons la stabilité de ces pays. Et ça nous arrangeait bien. Et donc nous les avons cru plus que de raison, et nous n'avons pas vu, nous n'avons pas ressenti la frustration extraordinaire des populations de ces pays face au manque de liberté et aussi à la progression de la corruption. Et dans ces pays, il se passait quelque chose qu'on aurait pu bien mesurer, parce que ça on le savait, c'était la vague, je crois, irrépressible de la jeunesse. 40% des Tunisiens et 50% des Égyptiens ont moins de 25 ans. Vous voyez, une population extraordinairement jeune, de mieux en plus forte. Il y a des pays où l'illettrisme reste très fort, comme le Maroc, il y a des pays où l'essentiel de la jeunesse avait accès aux études, et même aux études supérieures, c'est le cas de la Tunisie. Donc nous n'avons pas vu ce phénomène, et nous avons au début hésité, tâtonné. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand je suis arrivé au Quai d'Orsay, et harmonie et parfait accord avec Nicolas Sarkozy, j'ai pensé que nous ne pouvions pas rester à l'arrière de la main. Et qu'à partir du moment où ces mouvements se réclamaient de valeurs et de principes qui sont les nôtres, la liberté, la démocratie, on ne pouvait pas ne pas les accompagner et ne pas les aider. C'est la raison pour laquelle je suis allé, quelques jours après ma nomination, en Égypte, sur la place Tahrir, et j'ai vraiment un souvenir très fort. Là, j'ai discuté pendant des heures avec toute une bande de jeunes, enfin des heures, j'exagère, mais une heure ou deux, avec des jeunes qui étaient sur la place Tahrir, et dont je voyais bien d'ailleurs que les aspirations étaient très différentes. Certains étaient des modérés, des libéraux, des démocrates, d'autres étaient des frères musulmans, ils me le disaient d'ailleurs très explicitement. Donc, on est dans cette situation-là où il y a des forces qui s'opposent, il y a des forces, qualifions-les pour ce qu'elles sont, extrêmes, salafistes, la partie la plus dure des frères musulmans, il y a des forces plus démocratiques, alors c'est difficile, il faut voir deux blocs, et on ne sait pas lequel de ces deux blocs va l'emporter. En Tunisie, en Égypte, je ne suis pas capable de vous dire. Ce que je sais, c'est que nous avons intérêt à soutenir, à nous montrer vigilants pour soutenir le respect d'un certain nombre de principes, l'alternance démocratique, et puis l'égalité des droits entre l'homme et la femme en particulier, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Et comme ces pays ont besoin de nous pour éviter l'effondrement économique, je pense que nous devons exiger une certaine conditionnalité de notre aide. On vous aide, on vous laisse vous organiser comme vous voulez, on ne prétend pas que nos institutions soient transposables dans vos pays, mais nous avons des lignes rouges, des lignes blanches, et c'est celle que je viens de dire. On peut gagner le pouvoir après avec des élections, mais on peut le perdre. Ça s'appelle l'alternance démocratique, et quand on va gagner, on ne le confisque pas. Et puis, l'égalité des droits, notamment entre l'homme et la femme. Nous avons aussi abordé un projet du Parti Socialiste, c'est l'interdiction du cumul des mandats. Ça fait de nombreuses années qu'on en parle, et vous-même, vous avez exercé en même temps les fonctions de maire de Bordeaux et de ministre des Affaires étrangères. Donc concrètement, que pensez-vous de cette proposition, et est-ce qu'elle est réellement applicable pour les hommes politiques? Je suis passé effectivement par des phases différentes. J'ai été pour le cumulard, j'étais dans été le cumulard suprême, puisqu'en 1995, j'étais Premier ministre, je suis plus membre du Parlement par définition en tant que Premier ministre, mais j'étais maire de Bordeaux et président de la communauté urbaine. C'est sans doute le moment où ça devait fonctionner. À Bordeaux. C'est là que toutes les grandes impulsions ont été données. Après, ça continue. L'argument en faveur du cumul, qui m'a fait penser pendant très longtemps qu'il fallait garder cette spécificité française, c'est le risque de voir les responsables nationaux, ministres ou députés, s'ils n'ont pas l'expérience d'un mandat local, et si même s'ils ne sont pas en situation d'exercer ce mandat local, soient plus privés à la réalité. Et quand on revient dans sa commune et qu'on est élu local, là, on est les pieds dans l'argile, les mains dans le tambouille, et je crois que c'est très salutaire parce que les gens vous parlent de problèmes de logement, de problèmes de crèche, de problèmes de propreté dans la ville, de problèmes de sécurité. On a vraiment une appréhension directe de ce qui se passe. C'est pour ça que très longtemps, j'étais très réticent à la suppression des cumuls. Il y a eu des abus dans le passé. Il y a eu des cumuls empilés, mais
on a clarifié les choses. On ne peut plus aujourd'hui cumuler qu'un seul mandat national et un seul exécutif local. Sur le plan des indemnités, ce qui choque souvent les gens, il y a écrêtement, bien entendu, on ne peut pas cumuler les indemnités des différentes fonctions, etc., etc. Donc il y a des progrès qui ont été faits. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Quels sont les arguments en faveur de ça? Il y en a deux essentiels, enfin, il y en a peut-être d'autres que vous avez à l'esprit. Le premier, c'est que les députés ne font pas suffisamment bien leur boulot parce qu'ils passent la plupart du temps dans leur circonscription et qu'ils ne sont pas en séance à l'Assemblée. C'est pas vrai. Il ne faut pas juger sur la présence physique dans l'hémicycle. Il y a tout ce qu'il y a autour, les innombrables séances de commission, de groupes de travail, etc. Les députés mouillent beaucoup la chemise. Et puis, même s'il n'y a pas de cumul, et même s'ils n'ont pas de fonction locale, ils reviendront dans leur circonscription parce qu'ils penseront à leur réélection. Donc ils ne passeront pas 5 jours à Paris. Et puis, le deuxième argument en faveur du non-cumul, je l'ai oublié. On va maintenant finir avec une rapide partie sur vos impressions sur votre parcours et votre carrière. Donc tout d'abord, quel est selon vous le fait marquant de votre carrière? Si vous deviez ne retenir qu'un événement, quel serait-il? Bon, quand vous posez cette question à un homme politique, elle répond toujours la même chose, et je vais vous faire une réponse parce que je le pense là aussi, c'est la fonction de maire, bien sûr. Ce qui a été fait à Bordeaux depuis 1995 est pour moi un immense sujet oui, de satisfaction quand je rencontre des Bordelais ou des visiteurs extérieurs qui me disent vous avez transformé la ville, avec d'autres, bien sûr, je n'ai pas été le seul. Je pense qu'à un moment donné, les grandes impulsions, voilà, je dis que j'ai peut-être fait un peu dire quelque chose. Quand je dis que j'ai donné les grandes impulsions, c'est en souvent une espèce de course contre la montre ou de course-poursuite pour savoir qui est auteur du pont Jacques Chaban-Delmas. Il y a quelques temps encore, il y a beaucoup de gens qui critiquaient ce pont. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il est magnifique, qu'il va être très utile, et que les Bordelais l'adorent. Alors, c'est moi. Non, c'est moi. Mais sans non plus tomber dans le mélodrame, si vous avez quelque chose à refaire ou si vous voulez changer quelque chose, tout au long de votre carrière politique, vous avez quelque chose en tête? Oh, bien sûr, il y a des tas de choses que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas fait comme j'aurais dû les faire. Je crois. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Si en décembre 1995, j'avais écouté Nicole Notard et André Bergeron, qui à l'époque était encore le patron de Force ouvrière, si je n'avais pas rajouté la petite dose de réforme des retraites, des régimes spéciaux de retraite à la réforme de l'assurance maladie, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 1 million de personnes dans les rues. Donc, voilà, si c'était à refaire, j'aimerais faire autrement aussi, je n'étais pas le seul responsable. J'étais un des acteurs de la chose dans la tentative de libération des 2 otages du Niger à la fin de 2010. On a essayé de récupérer, on s'est planté, ils sont morts. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on aimerait faire autrement que ce qu'on a fait. Justement, dans la vie d'un homme politique, quand on regarde quelque chose, c'est facile de passer outre et pas d'oublier, mais de regarder devant et oublier les affaires qu'on a commises avant. Bon, d'abord, je prends le sentiment d'avoir commis le crime grave, donc ça m'empêche de dormir. Et puis, sur les erreurs que j'ai faites, bon, je crois qu'il faut les reconnaître. Jacques Chirac, qui a été un peu mon mentor en réalité, disait qu'il ne faut jamais reconnaître aucune de ses erreurs. Lui, il l'a fait constamment, effectivement, il était assez cohérent. Je ne crois pas que ce soit un bon principe de vie. Je crois qu'au contraire, les gens préfèrent quand on dit oui, là je me suis bourré, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Juppé, d'avoir répondu à nos questions. Très bien, voilà, notre rencontre touche à sa fin. Merci pour toutes vos questions et merci à vous, M. Juppé, d'être venu à notre rencontre. Je vous invite à participer au traditionnel cocktail afin de pouvoir continuer l'échange entre vous. Ou avec M. Ners, si vous avez plaisir. Merci à tous d'être venus et à bientôt pour une nouvelle soirée d'échange de la